Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief. L'enseignement va mal, c'est un secret pour personne et il est urgent de poser, voire imposer un système éducatif moderne, performant, évolutif et ouvert sur le monde. La tâche est ardue mais le travail est en cours. Le roi Mohamed VI avait donné en 2015 ses instructions pour concevoir une loi cadre sur l'enseignement. Mais au vu des résistances idéologiques et des contraintes techniques dans un secteur qui revêt la plus grande importance pour le pays, et après l'avis du Conseil supérieur de l'éducation, ce n'est qu'en janvier 2018 qu'un texte a été adopté en Conseil de gouvernement avant d'être adopté en août dernier 2018 en Conseil des ministres, puis envoyé début septembre à la Première Chambre. Depuis, ce sont les parlementaires qui débattent autour de ce projet de loi cadre 51-17. De grandes questions se détachent, la principale étant celle des langues, mais il y a aussi le principe de la gratuité, les méthodes d'orientation, les évaluations et bien d'autres thèmes encore. Nous en discuterons avec nos invités. En seconde partie, après la pause, nous reviendrons sur le discours dit sur l'état de l'Union aux États-Unis. Le président Donald Trump a présenté sa vision sur un ton certes conciliant, shutdown oblige et shutdown à venir menaçant, mais insistant toujours aussi lourdement sur son fameux mur avec le Mexique. Nous examinerons les points essentiels de ce discours avec donc Naïm Kamal, vous êtes directeur de Kuwait.ma. Hassan Alaoui, vous êtes directeur du mensuel Maroc Diplomatique et du site marocdiplomatique.info. Khalil Mralfaou, vous êtes professeur de linguistique à l'université Chouaib Douali Al-Jadida. Vous êtes aussi écrivain et vous êtes membre du laboratoire d'études et de recherche sur l'interculturel. Je vais y arriver. Merci messieurs, bienvenue, merci d'être là. Merci. Alors donc, avec un budget de 41 milliards de dirhams pour le fonctionnement, 13 milliards pour le matériel et les dépenses diverses et 11 milliards d'investissements, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique reste le plus important et le plus budgétivore des départements ministériels. Et pourtant, ça ne va toujours pas. Le projet de loi 51-17 est toujours en discussion pour mettre de l'ordre dans le secteur et améliorer qualitativement et quantitativement l'éducation nationale sous toutes ses formes. Khalil Mralfaoui, on commence par vous. C'est quoi les grandes lignes de ce projet de loi 51-17, projet de loi cadre? Alors, ce projet de loi est un projet complet, c'est-à-dire qu'il touche à tous les éléments. C'est en 10 chapitres et 56 articles. Il a une visée stratégique. Alors, cette visée stratégique cherche en fin de compte à assurer une continuité qui manque, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure sur la politique éducative au Maroc. Les grands principes sont l'équité, l'égalité des chances, la qualité, le développement personnel, le développement du pays. Et bien entendu, il y a une focalisation sur certains éléments qui ne font pas le consensus. On a d'abord les nouveautés, c'est le préscolaire, qui sera obligatoire. Au niveau des langues, on a la notion d'alternance codique et l'alternance linguistique, et non pas codique, c'est-à-dire que l'utilisation des langues... déjà, c'est quoi la codique? Alors, l'alternance codique, c'est changer de code, changer de langue. Quand on parle, par exemple, quand on mélange l'arabe et le français, on dit que nous sommes dans une alternance codique, ce qu'on appelle en anglais code switching. Mais ici, l'alternance linguistique, c'est-à-dire qu'on enseigne certaines matières en arabe, d'autres matières en français ou en anglais. C'est-à-dire, en fin de compte, faire de certaines langues étrangères des langues d'enseignement et non seulement des langues enseignées. Puis, bien sûr, il y a une autre nouveauté, c'est le financement. On a touché un aspect sur la question de la gratuité, et ça, on pourrait encore discuter. Les objectifs concernant les langues, voilà l'essentiel, donc ce qu'il y a de nouveau et pourquoi ces éléments font débat et on les discute beaucoup, c'est parce que c'est là où il y a peut-être manque de consensus. Les autres éléments sur la qualité, sur la formation, sur toutes ces choses-là ne posent pas de véritables problèmes. Mais par contre, on pourrait revenir sur la notion du temps, puisque vous avez parlé d'abord budget, un budget énorme. Mais ce n'est plus une question de budget, parce que c'est la gestion de ce budget. Qu'est-ce qu'on en fait en réalité? Et ça, c'est lié aussi à la question du temps, parce qu'on fait tout dans la précipitation. On a toujours envie de corriger rapidement des erreurs qu'on a cumulées. On pourrait revenir sur les raisons. Ça fait quand même 60 ans et on est toujours dans la précipitation. Absolument. On est plutôt dans la lenteur, là. C'est justement parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de continuité assurée. C'est-à-dire que chaque gouvernement vient avec une nouvelle vision et veut laisser sa marque en quelque sorte. Et deuxième erreur, c'est qu'on ne traite pas cette question de point de vue rationnel, si vous voulez, apaisé, mais il y a toujours des considérations idéologiques, politiques des fois, qui interfèrent
et qui font toujours problème avec le programme d'urgence, par exemple, on l'a vu. Ça a été beaucoup d'argent, ça a été presque d'argent délapidé parce que par la suite, on s'est rendu compte que les choses enfin l'argent est parti dans le bâtiment et pas dans la formation réelle des enseignants et des étudiants. Et là, il y a la question du temps qui est vraiment primordiale parce qu'on veut toujours corriger rapidement. Vous venez de le dire, depuis 60 ans, 70 ans, on n'arrête pas de corriger. Donc chaque fois qu'on commence une réforme, on a toujours envie de rattraper le temps perdu. Et ça ne peut pas marcher si on ne donne pas à la réforme le temps pour s'installer. Parce qu'en termes d'éducation, on parle de génération. C'est-à-dire que si vous formez des enseignants aujourd'hui, eh ben, ils enseigneront pendant 30 ans. Et donc il faut d'abord les former correctement et puis par la suite penser la formation continue. Et donc il faut absolument une question de temps. C'est long, dans 6 ans. Alors oui, alors justement, alors vous avez vu, ils ont mis 6 ans. Et ça, on est toujours dans la même logique. C'est-à-dire qu'on va courir pour réaliser des objectifs tenant compte de ce délai, au lieu de se donner le temps de former les gens et de les suivre et de les laisser, venir on a en fin pris de compte. une certaine mesure, une certaine précaution en parlant de loi cadre, c'est-à-dire qu'une loi qu'on ne va pas changer tous les quarts d'heure, ni tous les 2 ans. Absolument. Donc c'est quelque chose qui va engager aussi les gouvernements à venir. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez parlé, Khalil Mralfaoui, d'un certain nombre de problématiques ou de points dans cette loi cadre, mais les 3 grands principes relevés par les politiques et les médias sont la langue, la gratuité et l'évaluation. On va commencer par les langues et différentes obstructions parlementaires avec vous, Hassan Alaoui. D'après vous, avec tout ce débat sur les langues, est-ce qu'on doit enseigner en français, est-ce qu'on doit enseigner en anglais, est-ce qu'on doit rester sur l'arabe, qu'est-ce qu'on doit faire? D'après vous, comment vous voyez les choses? Dans quelle langue? Il faut quand même choisir une bonne fois pour toutes une langue et y aller. Et aller comme disait Khalil Mralfaoui, commencer le travail. Donc, d'après vous, comment on peut régler cette problématique de langue? Permettez-moi de relever juste quelques petits détails, une sorte de préalable que je voudrais poser. Allez-y. Vous parliez tout à l'heure des grands investissements et des gros investissements colossaux pour l'enseignement, évidemment, qui dépassent l'imagination. Sachez que l'enseignement avec la défense représente à peu près 50% du budget national. C'est quand même énorme. Énorme, c'est peu dire que l'enseignement, c'est vraiment une catastrophe. Et de toute façon, ce n'est pas. Les questions que nous posons aujourd'hui ne sont pas originales. Ça fait 60 ans que nous les posons. Oui. Ma génération, la vôtre, celle de Naïm et notre ami, c'est quand même, nous avons étudié en langue française les matières scientifiques, les matières littéraires, avec évidemment l'autre après-midi, si vous voulez, consacré à l'arabe. Donc je ne vois pas où est le problème. Le problème maintenant, il est posé en ces termes, si vous voulez, c'est tout simplement parce qu'il y a la politique, vraiment, mais la politique vicieuse qui est entrée en jeu, à savoir que nous n'avons pas encore fini, si vous voulez, d'extirper un petit peu les racines du mal que nous avons vécu les dernières décennies, à savoir l'arabisation à outrance, renforcée d'ailleurs, je donnerai l'exemple de... On ne peut pas appeler l'arabisation à outrance un mal, quand même, Hassan Alaoui. C'est pas ça, par exemple. C'est quand même notre langue. C'est notre langue. Mais oui. je rappelle dans ce cadre la fameuse parole salutaire de feu Hassan II qui disait que l'arabe, c'est notre langue maternelle. Et évidemment, il avait parlé à l'époque de français ou d'une langue européenne, qui est donc notre langue d'ouverture. Pourquoi pas, bien sûr. Mais je rappelle qu'il y a quelques années, sous la gouvernance de Sy Abbas El-Fassi, il y avait un projet d'arabiser l'informatique totalement, c'est-à-dire que les notes administratives, les échanges entre les ministères et les administrations et tout ça ne se passeraient, selon eux, qu'en arabe. Mais évidemment, c'est très bien. Mais ça nous coupe les branches, ça nous coupe systématiquement, si vous voulez, avec les pays avec lesquels nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons aligné le système horaire, si vous voulez, sur l'Europe, c'est bien. Mais si aussi on n'ajuste pas, si vous voulez, la langue d'interprétation avec des documents d'échanges commerciaux, économiques et tout ça, si vous voulez, une langue appropriée, que ce soit le français, l'anglais, voire même le chinois aujourd'hui ou le russe, parce que la particularité du Maroc, du système marocain, c'est de s'adapter un petit peu à l'évolution internationale, n'est-ce pas? Et c'est heureux encore. Mais il faudrait donc qu'on conçoive
j'allais dire, l'instrument qui est l'enseignement. Et jusqu'à preuve du contraire, nous y arrivons pas. La proposition royale en 2015 de la loi cadre sur l'enseignement, elle attend. La réflexion sur le nouveau modèle de développement, il attend. La réunion que Sa Majesté a eue dernièrement avec les gens de la formation professionnelle, le projet, il attend, il est en suspens. Alors, si comme ça, on cumule un petit peu les propositions, et puis on cumule aussi, si vous voulez, les commissions, comme il a été dit, je ne vois pas où c'est vraiment l'issue. Parce qu'il faudrait un jour ou l'autre qu'on prenne un petit peu le bâton, n'est-ce pas, et réagir, franchement, réagir comme il faut pour amener les gens compétents et non pas des idéologues et des politiques surtout. Bien, alors on va rester justement sur ça et on rebondit sur votre dernier mot, Naïm Kamal. Le grand problème des langues est en train de traîner un peu dans l'institution législative depuis un certain temps, et c'est du fait de certains partis qui sont opposés aux langues étrangères, à l'introduction des langues étrangères en fin de cursus secondaire. Et c'est essentiellement l'Istiqlal et le PJD, avec aussi un zeste de PAM, qui s'y sont mis aussi. Et pourtant, le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, présidé par Omar Aziman, a donné son avis. En Conseil des ministres, la chose avait été décidée du temps de Bilkilan et de Belmokhtar à l'éducation. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique et l'éducation nationale devraient être dissociées? Et là, je reprends un mot qui a été dit par une expression qui a été utilisée par Khalil Mralfaoui. Chaque gouvernement veut laisser sa trace, veut laisser sa marque. Est-ce qu'on en est là encore, ou il faut continuer pour que chacun puisse laisser sa marque, continuer pendant 70 ans encore à essayer de trouver dans quelle langue vont enseigner les choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut sortir les partis de ça et laisser quelque chose faire le travail d'une manière pérenne? Là, on fera la plaisanterie, hein, avec sortir la politique de l'enseignement. C'est vraiment l'impensable. D'abord parce que tout est politique. Et tout dépend de ce qu'on entend par politique. Voilà. Ce n'est pas la politique qui est en cause. Il y a la bonne politique, il y a la mauvaise politique, il y a la politique politicienne. Et à quel moment l'une ou l'autre intervient. Aujourd'hui, franchement, personnellement, je suis dans l'impasse intellectuelle. Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Ça a été dit, voilà des décennies que chaque fois on essaie de réformer l'enseignement, et à chaque fois ce n'est pas ça, et à chaque fois on essaie de rectifier ce qui a été fait ou de le changer complètement ou carrément, de dire on enseigne en arabe, non on n'enseigne pas en arabe, on enseigne en français, non, il faudrait plutôt aller vers l'anglais et ainsi de suite. Donc c'est un labyrinthe dont on ne sort pas. Et je suis moi aujourd'hui d'avis à ce qu'on fasse quelque chose, qu'on arrête de parler. On m'aurait consulté. Ma parole a eu une quelconque importance. Non, mais là, on va vous entendre. J'aurais suggéré qu'on prenne cette réforme pour 6 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, telle qu'elle est. Je ne la discute pas. Appliquez quelque chose. Et qu'on évalue ensuite. Faites-le. Cette majorité qui est aujourd'hui, parce que c'est ça, faisons travailler le fait majoritaire. Il y a une majorité, appelez-la politique, appelez-la arithmétique, appelez-la ce que vous voulez, mais adoptez ce projet avec ses défauts, avec ses arts, avec tout, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour lui reprocher quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un. En fait, on ne peut pas être consensuel sur cette question. Donc, il faut y aller. Il faut faire des choix et dire je vais les appliquer. Et au bout d'un temps, je dis, au bout de 10 ans, je fais une halte d'évaluation, non pas pour dire je vais faire une nouvelle réforme comme on fait souvent ici. C'est-à-dire, chaque fois, on reprend de zéro le débat au lieu de corriger ce qui ne va pas dans une réforme. Et là, on se met à perdre du temps comme si c'était voulu. J'ai vu la discussion, enfin les deux interventions de Si Khalil ou Si Hassan juste avant moi, et on est encore en train de discuter, est-ce qu'on a eu l'arabisation, est-ce qu'il fallait avoir l'arabisation, comment avoir l'arabisation? Le problème n'est plus là. L'arabisation, elle a été mal faite. Ce n'est pas le problème de l'arabe, ce n'est pas le problème de la langue arabe, c'est le problème de l'homme qui véhicule cet arabe, qui décide pour cet arabe, pour cette langue qu'il a mal faite. Israël, quand elle a voulu hébraïser son université, qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai dit ici, je l'ai répété plusieurs fois. Parce qu'ils ont, les hommes,
et les cadres qu'il faut. Les mathématiciens, ils maîtrisaient l'hébreu, les mathématiques et la langue d'origine de la matière à traduire. Donc, tout le cursus, tout le processus était maîtrisé. On n'amène pas un traducteur assermenté pour traduire les mathématiques. Donc, c'est un travail d'intelligence, de matière grise, qui maîtrise tout le circuit. Et là, j'arrive vraiment là où le bas blesse au Maroc. Cette réforme, moi je veux bien. Et là, c'est des défauts, on peut parler de la gratuité, on peut parler des langues. Est-ce que la Mazère, on va arriver au baccalauréat avec 4 langues, dont 2 pratiquement aujourd'hui inutiles, disons-le sans avoir peur, l'arabe et la Mazère. Et on va avoir 2 autres langues, la langue, le français et l'arabe, une langue aux 3/4 inutile, qui est le français, une langue utile. On est dans cette problématique. Le problème aujourd'hui du Maroc, est-ce que les gens qui vont mettre en œuvre, on parle ici de commissions permanentes, de commissions de suivi auprès du chef du gouvernement, on parle d'un tas de choses, de groupes de travail qui vont faire ceci, qui vont faire du benchmarking pour l'enseignement, pour voir ce qui se fait. Je pose la question essentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, les cadres que nous avons dans l'enseignement, et il y a des gens qui sont très bien dans cet enseignement, qui sont forts, mais malheureusement, la majorité n'est pas aujourd'hui outillée, n'est pas en mesure, n'est pas en capacité d'appliquer ne serait-ce que le b.a.-ba de cette réforme. Alors, on va rester sur les langues. Une dernière question pour vous, Khalil Mrelfaoui. Donc, vous avez entendu ce qu'a dit Naïm, des paroles fortes, des paroles droites. Les langues il y a certaines langues qui sont inutiles et d'autres qui sont plus ou moins utiles, genre le français. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais le problème qui se pose, c'est que s'il faut introduire l'anglais et le français, il faut avoir les gens qui connaissent les formateurs et pas les traducteurs assermentés, comme disait justement Naïm. Et si on veut faire en sorte pour que l'arabe ne soit pas inutile dans le sens de l'enseignement, à ce moment-là, il faut peut-être faire comme d'autres pays l'ont fait, qui est la traduction de toutes les connaissances dans la langue dans laquelle on a envie d'enseigner. Est-ce que ce travail est possible à faire? Et est-ce que c'est possible de prendre des mesures de manière à ce que l'enseignement de l'arabe, et certains pays arabes, comme l'Égypte par exemple, où tout l'enseignement, même l'enseignement supérieur, même l'enseignement de la médecine, est fait en arabe. Mais est-ce qu'on peut transposer le système ici, ou alors il faut trancher dans le vif, comme il disait, et y aller, prendre des décisions, même en portugais, même en chinois, même en n'importe quoi? Alors justement, je vais commencer là où Naïm s'est arrêté. C'est peut-être la réforme la plus difficile à faire au Maroc concerne les hommes et non pas le système. C'est ça qui pose problème, parce qu'il a posé la question des ressources, et c'est ce que vous venez de dire. Encore une petite précision. Nous sommes en train de parler du système éducatif qui ne marche pas. On parle bien sûr du système public, parce qu'il y a un petit système à côté qui, lui, malgré les entraves, il fait son bon nombre de chemins, et il forme des gens qui sont capables de parler français, anglais, arabe, et qui réussissent. Mais ça concerne. Vous parlez du système national privé. Pas les écoles étrangères. Absolument. Si vous allez dans le privé, vous trouverez. Alors, bien sûr, il y a des écoles d'ingénieurs où il y a des gens qui sont recrutés, c'est-à-dire des étudiants qui passent dans ces écoles-là, ils sont sélectionnés aussi. Ils ont un bon niveau. La grande majorité, c'est l'enseignement public, et cet enseignement public souffre effectivement de considérations idéologiques sur les langues. Alors c'est pour ça que je voudrais juste rappeler une chose, parce que c'est le maillon faible. C'est le maillon. Oui, mais c'est justement. Les partis politiques et la politique s'investissent, s'attaquent justement à ce maillon faible qu'est l'enseignement, bonne question. Public. Public, voilà. Et la question de langue utile, c'est ce qu'a dit Naïm, langue utile. La langue est un outil, mais elle est aussi porteuse de culture. Donc ça, on ne peut pas l'oublier. Mais il n'y a pas de valeur de la langue dans l'absolu. Aucune langue n'a une valeur dans l'absolu. Le français est bon au Maroc, il pourrait être très faible ailleurs. Et donc la valeur d'une langue vient en fin de compte du contexte, de ce que vous voulez en faire. Certaines personnes disent anglais, il faut passer à l'anglais. Comme si le passage à l'anglais est une garantie de progrès. Évidemment que ce n'est pas vrai. Et on a fait un test dernièrement avec les baccalauréats. Pourquoi c'est pas vrai? Alors je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Par rapport à l'arabe ou au français, alors je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Parce qu'on donne l'illusion que si demain l'enseignement se met en anglais, le Maroc deviendra un pays développé.
Voilà, superpuissance, comme si le Ghana, comme si plein de pays africains ne sont pas déjà anglophones, et comme si des pays qui ne sont pas anglophones ne sont pas développés. Vous prenez la Turquie, moi j'étais en Turquie. Il y avait à l'époque Dan Brown qui venait de sortir son deuxième roman, enfin le démon, Ange et démon. Eh ben, il était traduit en turc, déjà. C'est-à-dire que c'était une semaine, ils l'ont traduit. Et les Turcs, c'est de l'enseignement en turc, et très peu de gens parlent anglais. Ceux qui parlent anglais, ceux qui vont utiliser l'anglais. Alors, ça, c'est la valeur de la langue tient au marché. Qu'est-ce qu'on va faire en anglais? Alors, sur le baccalauréat, par exemple, sur le baccalauréat international, on a formé des jeunes en anglais. Et quand ils ont eu leur bac, c'est posé le problème, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Vous ne pouvez pas construire un système si le contexte, l'écosystème en quelque sorte, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Donc, si vous allez en Angola, eh ben c'est le portugais qui est la langue. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, comment on va procéder? La langue, il faut une langue nationale, une langue maternelle, on va dire. L'enfant doit être accueilli en langue maternelle. L'exemple d'Israël est très intéressant parce qu'ils ont réussi à faire d'une langue écrite une langue maternelle d'enseignement et tout. Mais ils l'ont fait comment? Qui était quasiment morte. Et qui était quasiment morte. Mais ils l'ont fait comment? Ils l'ont ramenée à la vie. C'est-à-dire ils l'ont ramenée à la vie, c'est-à-dire que c'est devenu une langue du foyer et une langue d'usage. Ça a pris beaucoup de temps et ils ont mis ce qu'il faut. Et deuxième chose, ils n'ont pas de préjugés sur la langue. C'est-à-dire que, par exemple, la question de l'emprunt, si vous voyez, j'ai lu un livre d'un collègue qui est intitulé « Comment les Israéliens ont développé leur langue ». Ils n'ont pas d'a priori quand ils prennent des mots, par exemple en anglais. D'ailleurs, ils les prennent comme ça. Nous, ça fait un scandale avec Brir. On a un problème avec Brir, etc. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a une langue pure qu'il ne faut pas toucher. Alors, c'est ça, quelques moments, on va rester là si vous voulez bien. Oui, alors rapidement, très rapidement, parce que le temps nous presse. D'abord, il n'y a pas de solution miracle sur les langues. Ça, j'en ai parlé. Croire que la volonté politique suffit, c'est-à-dire que c'est l'erreur de l'arabisation. On dit, on met l'arabe, mais quel arabe? Est-ce qu'on l'a préparé? Est-ce que cette langue est prête à investir? On l'a vu d'ailleurs au bout de quelques années, ça n'a rien donné. Croire que les langues sont dans un rapport d'exclusion, ça c'est très intéressant. Et il y a eu un petit papier dernièrement de Fassi Fihri qui m'a semblé évoluer vers quelque chose de beaucoup plus juste. Allez-y, rapidement. Oui. Abdelkader Fassi Fihri. L'arabisant. On était dans le rapport de si on veut installer notre langue, enfin l'arabe, pour moi, ce n'est pas la langue vraiment maternelle, mais si on veut installer la langue arabe, il faudrait évacuer le français. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport d'exclusion, comme si on ne peut pas maîtriser à la fois l'arabe et le français. Donc je crois, pour reprendre ce que vous dites, Khalil Bralfaoui, c'est une question d'hommes, c'est une question de politique, c'est une question de préparation, et puis c'est surtout, là je crois qu'on est tous les quatre d'accord, je crois que c'est vous trois d'accord, c'est une question de quelque part d'idéologie et de politique. Donc c'est un débat qui doit être posé, et je leur souhaite du courage au niveau du Parlement, parce qu'il y a beaucoup d'idéologies qui se télescopent. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... Pour l'anglais, très rapidement, s'il vous plaît, pour l'anglais, je suis d'accord à 99%. Seulement, bon, quand on parle de l'anglais, c'est la langue de la recherche. Oui. C'est la langue d'accès aux sources, à la bibliographie. Tout à fait. C'est ça son importance. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le pays, que ce soit Israël, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, la recherche, la langue de la source, ça reste l'anglais. Et c'est là l'importance de l'anglais. Ce n'est pas en tant que clé miracle pour le développement, non. C'est-à-dire que c'est une langue qui permet l'accès au savoir. Vous savez, au niveau de l'anglais, c'est aussi la langue des échanges internationaux, c'est aussi la langue de communication. Et puis c'est une langue, quand on voit par exemple que sur les sites de plusieurs pays européens, dont la France et dont l'Espagne, vous avez l'anglais sur des sites officiels, donc on comprend que c'est ça. Mais bon, en dehors de la question de la langue, il y a aussi une question que je voudrais vous poser, que je vous poserai à Hassan Alaoui, vous y répondrez après la pause, parce que le temps nous presse, c'est cette question de gratuité. Cette question de gratuité, alors il y a un paragraphe, enfin un article de la loi qui revient sur la question de gratuité en disant qu'elle va être introduite en premier dans le supérieur, dans le cycle supérieur, et puis après, progressivement, au niveau du secondaire, puis du primaire, pour
Oussama Meissoura, pour les familles ruissellement à aisées. l'envers. C'est quoi une famille aisée? On l'a défini au-delà d'un certain seuil de revenus, à 30 000 dirhams, à 40 000 dirhams, à 50 000 dirhams, on peut considérer qu'on est aisé, mais si on a 10 enfants, ben on n'est plus tellement aisé. Donc est-ce que ce n'est pas un nouveau... Est-ce que c'est déterminé déjà? Non, mais justement, ça C'est un nœud gordien, ça qu'on ne peut pas résoudre. Ça reste dans le vague. Tel que posé, c'est faux. Vous allez répondre après la pause, on se retrouve, le temps nous presse, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, nous reprenons cette deuxième partie du débrief et nous poursuivons notre discussion sur la loi cadre, sur l'enseignement, cette fameuse problématique des langues qui nous a pris toute la première partie parce que c'est effectivement la problématique. Nous continuerons donc cette discussion puis nous irons au Capitole à Washington sur le discours de l'État de l'Union du président Trump. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, Hassan Alaoui, directeur du mensuel Maroc diplomatique et Khalil Mgharfaoui, professeur de linguistique à l'université Chouaïb de Kali à Jdida. Hassan Alaoui, juste avant la pause, je vous posais la question sur la gratuité et sur cette question qui promet d'être épineuse des familles aisées. Qui promet, elle l'est déjà. Hein. Ah, elle est déjà commencé. C'est réellement un serpent de mer. De toute façon, moi, je m'en tiens à la proposition qu'avait faite c'est Aziman, qui est président donc, du Conseil supérieur de l'enseignement, enfin de l'éducation, et qui avait promis qu'en fait, il y aurait donc une espèce de, comment dirais-je, d'introduction de la participation financière des ménages et tout, ce que d'ailleurs, je ne comprends pas, a cru démentir le chef du gouvernement, c'est Atmani, mais toujours, mais toujours est-il que cette question, c'est le nœud gordien. Comment on va la résoudre? Tout simplement parce que faire payer les gens, c'est une bonne chose, je suis d'accord, mais qui va payer? Vous disiez tout à l'heure que c'est les salaires de 30 000, 40 000, etc. Mais il n'y a pas de salaire de 30 000, 40 000. Je veux dire, il n'y a pas une... Par enfant. Par an, annuel. Non, moi je pensais que c'était là. Non, d'accord. Mais il disait un chiffre comme ça pour dire qu'il faut établir un seuil. C'est mensuel et ce que je voulais dire, c'est que c'est relatif. Tout est relatif. La classe moyenne, où on habite, à combien on habite, combien. La classe moyenne que, sociologiquement parlant, je veux dire, que nous sommes en train de postuler, n'a pas, même 40 000, 30 000 n'a pas les moyens de payer tout ça. Donc il faut absolument que le système... Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai refusé de dire à 6 000 dirhams, on est une classe moyenne. Que le système vraiment soit démocratique, c'est-à-dire qu'il étudie vraiment la possibilité de graduer un petit peu, si vous voulez, la participation financière. Parce que moi, je suis pour l'enseignement, un certain enseignement payant. Parce que c'est comme ça qu'on forme les élites, qu'on forme les gens, que les gens font l'effort. Parce que ce qui est opposé au système financier privé, c'est le système public, comme on disait, dont on a cessé de souligner le désastre, dont on a cessé de souligner un petit peu l'abandon scolaire, n'est-ce pas, oui. Qui est très grave, qui est le problème majeur du Maroc, c'est celui de l'abandon scolaire, le préscolaire qui vient seulement d'émerger grâce à des écoles privées. Mais moi, je ne vais pas citer les noms, mais regardez par exemple des instituts qui sont à Casablanca, je ne vais pas les citer, un autre à Ifran, un autre encore à Casa, qui forment des élites. Et c'est grâce à ces élites que nous avons fonctionné pendant les derniers 20 ans, les derniers 20 ans. Et donc, je ne suis pas contre, si vous voulez, le système d'élever un petit peu le niveau et de faire participer les citoyens, à condition qu'il faut mettre en place une politique juste et démocratique pour que chacun puisse payer, bien sûr, mais se sentir aussi responsable et assurer le suivi à ses enfants. Khalil Mgharfaoui, un commentaire sur le paiement, sur la gratuité ou non? Alors, si, moi je suis aussi pour, avec les conditions que vient de dire Si Hassan, parce que cette question de gratuité, c'est aussi un leurre, quelque part. C'est un peu le parallélisme, on peut le faire avec la caisse de compensation. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la gratuité? Qui en profite réellement? C'est vrai que le système public s'adresse à une population qui n'a pas les moyens, mais il y a aussi certains qui pourraient peut-être mettre quelque chose. Alors c'est une logique aussi. J'étais au Canada dans un cours à Vancouver et les étudiants sont rentrés avec enfin, ils mangeaient pendant le cours. J'ai dit, mais c'est pas normal que les gens mangent pendant le cours. Ils m'ont dit, ils n'ont pas le temps, ils payent tellement cher qu'ils mangent pendant le cours. Ils sont motivés. Ils en ont pour leur argent. Absolument. Nous, on a des étudiants en master. Ce sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires. Ils prennent 2 ans pour faire le master parce que c'est gratuit. Si c'était payant, ils feraient l'effort de le faire en une année. Donc moi, je suis pour. Ça existe des masters payants. Alors ça existe à Rabat seulement. C'est-à-dire que les autres n'ont pas osé le faire. Mais à Rabat,
À Casa, je ne sais pas. Ça vient d'être mis, en Et place. c'est fait dans des conditions qui me paraissent très justes parce que c'est un mois de salaire, ça dépend en fin de compte des revenus. Donc celui qui est fonctionnaire. Donc vous êtes d'accord avec l'idée finalement que la d'accord avec la qualité logique. peut être tributaire aussi du paiement? Absolument. Parce que C'est sinon. le système anglo-saxon, ça. Il y a une motivation qui est absolument et on claire peut- et On va en indirecte. avoir pour son argent. Et puis on Ce que je disais, exige, alors, je vous ai plus et sérieusement puis on maintenant. exige, alors que maintenant ce qu'on fait, il y a deux systèmes. Il y a un système où les gens payent. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont de cette classe moyenne, même basse, et qui se saignent pour mettre leurs enfants dans des écoles qui ne garantissent même pas la qualité. Pourquoi? Parce qu'ils font un peu mieux que le public, tout simplement. Alors, moi, je pense que si le public peut rehausser un peu le niveau, même ces écoles qui sont payantes deviendraient accessibles à des prix raisonnables. Naïm, un commentaire sur ça aussi? Oui. Oui, allons-y. Non, parce que nous mettons la main dans un nid de vipère, là. Bon, je ne vais pas discuter l'intrinsèque de la gratuité ou du paiement. C'est vrai, le raisonnement tient la route, que quand on paye, on est plus exigeant d'abord envers soi-même, parce que le père est exigeant envers son fils, parce qu'il dit, écoute, quoique. Aujourd'hui, nous avons deux enseignements. Nous avons le privé, je ne parle pas des missions étrangères, de l'enseignement étranger, je ne parlerai que du marocain. Écoutez, ceux qui ont déjà des moyens, entre guillemets, et je me demande s'ils ont vraiment les moyens, mettent leurs enfants dans le privé. Et que généralement, l'enseignement public, globalement, et je ne parle pas de cas particuliers, reste le refuge, ça moi je le vois autour de moi, de gens qui n'ont pas les moyens. Déjà, on se pose une question. En voyant des gens qui mettent leurs enfants dans le privé, qui ont 2, 3 enfants, à 3 000, 4 000 dirhams par mois, par enfant. On est à 12 000 dirhams. Plus, il faut qu'il mange, il faut qu'il s'habille. Et on se demande, parfois, on se pose la question, en aparté ou avec les amis, d'où vient cet argent? On voit le profil, on voit le salaire du couple, c'est quand le couple travaille. Là, on est sur Et on se dit, un autre problème, Naïm. Et on se dit, non, attention, Je comprends ce que vous voulez dire, mais on reste... oui. Non, c'est très important, parce qu'il ne faut pas qu'en essayant de réformer l'enseignement, on pervertisse la société. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'on pousse la société, qu'on alimente la corruption, qu'on alimente les circuits de détournement, parce que c'est ça le problème. Pour obliger les gens à payer. J'ai Parce que dit, je dis, j'ai dit plus honnête aussi de gagner. J'ai dit aux 80 pour payer. J'ai dit au début, on va laisser terminer, c'est son opinion, vous avez la vôtre. j'ai dit au début qu'on était en train de mettre la main dans un nid de vipère. Honnêtement, C'est-à-dire, vous êtes mordu à chaque coup. de toutes les manières, Naïm, on va pas. Non, moi, engager un dialogue là-dessus. je Mais tenais de à toutes les attirer manières, l'attention. Je suppose, et ça a été dit par le responsable de l'enseignement, que ce soit au niveau du conseil, au niveau du ministère, au niveau de la primature, enfin de la présidence du gouvernement, ça sera quelque chose de symbolique. Ça ne va pas être du 10 000 dirhams, du 15 000 dirhams, ça sera quelque chose de symbolique qui permettra. Moi, j'aimerais bien. Pourquoi ce symbolique, on ne veut pas le J'ajouterai définir? que pour éviter Pourquoi ces on le dérives, laisse à l'inconnu? On attend les décrets d'application. Pourquoi on le laisse à- je proposerai Non. que pour éviter ces Rapidement, dérives alors, je voudrais rester avec que vous, Naïm. Naïm soulève, il faut que l'État imagine l'institution de quelques bourses Absolument. pour qu'il aide. Ça existe. C'est un Non, il y a cadeau, des bourses déjà. scolaire qu'on Non, peut. il Alors, faut il y a une penser question aux que bourses je voulais d'excellence. Sur ça, Naïm, je reste avec vous. On passe. Il y a 3 ou 4 points quand même qui sont importants. Il faut les aborder. Dans la loi, on parle aussi d'une commission d'examen, d'une commission qui examine les renouvellements, les adaptations des matières et des disciplines. Donc là, on se projette vers l'avenir. Est-ce que vous pensez que, alors qu'on en est encore un point, on parle de certaines choses cruciales comme la langue, est-ce qu'on peut se projeter à savoir ce qui va se passer? Parce que je vous donne un exemple très simple. Excusez-moi. C'est l'intelligence artificielle, par exemple. La plus grosse partie, je parle sous votre contrôle, Khalil Bralfaoui, la plus grosse partie est faite en anglais. Donc on ne sait pas encore dans quelle langue on va enseigner et on se projette déjà à faire des adaptations. Est-ce que vous pensez que c'est tenable, que c'est jouable? Non, je l'ai dit au début, il y a trop de commissions, trop de groupes de travail, mais le danger, ça serait qu'on ne se projette pas dans cet avenir. Le danger, ce serait qu'on ne suive pas ce qui se fait ailleurs, parce que nous ne détenons pas le sésame de l'enseignement de qualité que nous voulons. Il y a des choses qui se font, nous devons être au courant, nous devons importer, s'ouvrir
Des choses que nous n'avons pas, il faut aller. Quand on n'a pas quelque chose d'alimentaire, on va l'importer. Ben, écoutez, l'enseignement est le plus alimentaire des alimentaires, ou je dirais le plus élémentaire des alimentaires. Donc il est fondamental qu'on suive. C'est une bonne chose, mais qu'on y mette les compétences capables de suivre et de comprendre ce qui se fait ailleurs. Et non pas de mettre des fonctionnaires, pour emprunter un terme à Rachid Boujdra, des escargots entêtés, et on va créer une structure bureaucratique supplémentaire. Donc il faut faire attention à la mise en place. Ce n'est pas l'idée qui est mauvaise. Comment faire? Pour reprendre en fin de compte l'exemple de l'escargot, il ne faut pas que ce soit une coquille vide. C'est-à-dire qu'on met ça comme un élément, disons, sur le papier, et par la suite, ça ne remplit pas sa fonction. Mais moi, je pense que cette commission d'évaluation est indispensable. Mais il faudrait qu'elle ait les moyens de proposer des choses. Pourquoi? Parce qu'une réforme n'est jamais définitive. Et le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on lance une réforme, puis après on la casse, puis après on part. Voilà. Alors qu'avec une évaluation, on met dedans, on dit qu'il y a quelque chose qui peut-être va rapidement arriver, ou peut-être des corrections à faire. Mais il faut réellement que ce soit une commission de renouvellement. Vous voulez savoir pourquoi ça ne marche pas? Parce que réellement, à mon sens personnel, il n'a jamais été fait un vrai constat de ce problème. Tout ce qui a été fait, c'est un petit peu une rhétorique. Tout le monde constate, entre guillemets, que ça ne va pas. L'enseignement ne va pas. C'est un casse-gueule, c'est une catastrophe, c'est une tragédie, etc. Tout ça, ça participe, si vous voulez, d'une manière un petit peu d'évoquer, je veux dire, d'éviter le vrai problème qui est celui d'abord de constater avant de trouver les solutions. Et il ne faut pas du tout poser le problème en termes centralisés. C'est-à-dire, l'enseignement, ça se passe à Rabat avec un ministère et tout. Non, l'enseignement au Maroc, c'est aussi les régions. Il faut qu'on voie chaque région, qu'est-ce qu'il y a comme problème. Et les secteurs de l'enseignement, c'est vaste, c'est le serpent de mer, je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a les structures, il y a les hommes, il y a la formation des formateurs, n'est-ce pas? Il y a les pédigrés des professeurs et tout ça. Tout ça, il faudrait absolument qu'on fasse détailler des constats et puis on va petit à petit comme une manière structuraliste. C'est-à-dire, on s'attaque aux structures avant d'attaquer le global. Très bien. Dernière question pour vous, Khalil Mralfaoui. Très rapidement, s'il vous plaît, vous avez 30 secondes, vous allez essayer de faire ça. C'est sur les syndicats. Il y a certains syndicats, CDT, FDT, qui appellent à une grève le 20 février pour, tenez-vous bien... Déjà. Oui, tenez-vous bien, pour annuler La loi 4 pardon? La loi 4 Non, il faut encore qu'elle passe. Annuler les prélèvements pour les grévistes. Alors, à un moment où on est en train de parler de choses immenses, de grandes politiques, là, on est devant des basses manœuvres, finalement. C'est des fausses manœuvres, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais rapidement, s'il vous plaît. Alors, j'allais dire que même ça peut-être, c'est moins grave, de mon point de vue, parce que le syndicat, dans l'enseignement, c'est une force d'opposition et de non à quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est vraiment de blocage. Et je peux le dire parce que le syndicat, effectivement, défend les intérêts. Mais comment un syndicat peut intervenir sur une réforme, par exemple, au niveau des universités, où on dit aux gens, si vous êtes volontaire, vous faites de la formation dans le domaine de la pédagogie, pour des jeunes qui chôment. C'est-à-dire qu'on fait un cursus sur la pédagogie, donc pour les matières. Eh bien, il y a un syndicat qui a dit non. Alors ça, c'est pédagogique. Ça n'a rien à voir avec les intérêts de l'enseignant en termes de travail. Ce n'est pas le rôle du syndicat. Donc le problème, c'est que le syndicat devient maintenant un moyen de blocage et les réformes qui sortent, une force d'inertie. Et les réformes tiennent compte de cette force d'inertie. Bien. Écoutez, ce qu'on peut dire comme résumé, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge ou de la salle de cours. On va encore leur souhaiter bon courage. Ils sont montrés. Hein? Ils y sont. Oh, si, ils y sont, mais ils ne trouvent pas la porte de sortie peut-être. Mais bon, soyons optimistes. Je crois que cette loi cadre, quand on la voit dans ces détails, s'il y a maintenant, il y a un Conseil supérieur de l'éducation qui fait le job, on va espérer qu'au niveau politique, ça aille plus vite et puis qu'on y aille, comme vous avez dit. Il n'y a pas plus politique que ce Conseil.
Oui, mais il a quand même une certaine une vision qui est un peu moins politique. Même s'il est politique, il a une vision qui n'est pas politique. Alors, on va prendre l'avion, si vous permettez. On va prendre l'avion et on va aller à Washington, on va se poser sur le Capitole, où mardi dernier, 5 février, le président Donald Trump a délivré donc son adresse sur l'État de l'Union, on le sait, devant 535 parlementaires, représentants et sénateurs. Il a parlé pendant 1h30 sur un ton en apparence conciliant. En apparence seulement, car il est resté quand même combatif sur l'immigration et les investigations relatives à sa campagne 2016 avec l'enquête du procureur Mueller qui s'approche. Alors, Naïm Kamal, il y a eu un shutdown, vous le savez, on en a parlé, de 35 jours. Il y a un shutdown qui arrive à partir du 15 février s'ils ne se mettent pas d'accord. Il y a une enquête sur l'élection, sur l'ingérence russe à l'élection qui s'approche de jour en jour. Vous avez vu certainement ce discours de l'État de l'Union. Comment vous avez trouvé le président américain? Il y a un truc important qui est derrière lui. Vous avez dit qu'il a parlé 1h20. Moi, je vous dirais qu'il a employé 5500. On lui a compté 5500 mots. 1000 de moins que Barack Obama. Bon, pendant ces 5500 mots, il a été égal à lui-même. Bon, il a essayé d'emballer son discours dans un appel unitaire, solidaire, dépassant nos divergences, transcendant nos différences et unissant les États-Unis autour des objectifs fondamentaux. C'était facile puisqu'il s'agissait un peu de la lutte contre le cancer pour les enfants, ça tout le monde ne pourrait qu'être d'accord, améliorer l'assurance maladie, alors que par ailleurs il combattait l'Obamacare, et 1500 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure des États-Unis, tout ça, c'est bon, mais il a dit, en grosso modo, si vous voulez, pour répondre à votre question, je l'ai trouvé égal à lui-même. Unissez-vous derrière mes idées. Unissez-vous derrière le mur que je voudrais construire avec la frontière mexicaine. Unissez-vous derrière mon interventionnisme au Venezuela. Unissez-vous derrière ce que je veux faire en Syrie et en Irak. Unissez-vous vers cette politique isolationniste, mais également celle de combattre, parce qu'il y a un grand dilemme. En même temps, il veut la grandeur des États-Unis et la puissance dans toute sa splendeur des États-Unis et dans son exercice, dans son déploiement sur la scène internationale, et en même temps, au moindre coût. C'est très compliqué. C'est pour ça que je vous dis, il était bien sur certains aspects, il était démagogue sur d'autres. Mais pour l'essentiel, c'était... Alors, on restera sur ce que vous dites, parce qu'il semble, et ça a été relevé par l'ensemble des commentateurs, le plus important était ce discours d'unité, ce discours de rassemblement. Alors, Hassan Alaoui, voilà, je vais vous citer un passage. « Ensemble, nous pouvons mettre fin à des décennies de blocage politique, guérir les blessures anciennes, construire de nouvelles coalitions, esquisser de nouvelles solutions. » Pour continuer dans la même veine de ce que disait Naïm, le fait qu'il appelle à cette unité des démocrates, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque part lâcher du lest, mettre de l'eau dans son vin, carrément? Voir qu'il a eu quand même, il a été défait, on la voit à l'écran derrière lui, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, qui est tenace, qui est pugnace, qui ne laisse pas passer les choses. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de lâcher du lest ou de prendre peur quelque part? Croyez-moi, c'est personnel. Ça lui passera à Nancy Pelosi, cette ténacité. Trump, aujourd'hui, si on devait refaire... Quand on connaît son histoire, je reste sceptique devant votre assurance. Quand on connaît l'histoire de cette dame, qui est tenace. Hein, elle est tenace, oui. Mais à la limite, elle est aujourd'hui en très bonne posture pour le faire. Mais si on devait aujourd'hui procéder à l'élection aux États-Unis, Trump passerait aisément. Tout ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est encore là. Ce qu'il veut dans ce discours, c'est élargir un petit peu l'espace des adhésions. Et vous savez qu'au même moment où il prononçait son discours, il y avait son comité d'élection, c'est-à-dire les gens qui ramassent l'argent, se réunissaient et mettaient les millions, les milliards de dollars sur la table pour lancer la campagne déjà, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Là, évidemment, Trump, il est dans une mauvaise posture. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs choses à la fois. Vous savez, il a le juge Mueller qui est en face de lui. Il a le shutdown qui a été un échec patent, n'est-ce pas? Patent, et l'autre qui peut être aussi plus dur qu'eux. Il a le mur. Il démarrera le 15 février. Le mur contre le Mexique, qui ne sera jamais, jusqu'à nouvel ordre, édifié.
Tant qu'il y a, si vous voulez, cette majorité un petit peu à la Chambre des représentants. Proclamer l'état d'urgence. Et puis, il y a aussi Justement, on va y arriver. il y a des non-dits, c'est-à-dire en fait les procès en catimini qui ne sont pas prononcés par des femmes qui lui en veulent, n'est-ce pas? Parce que quand même, on ressort son passé et tout ça. Donc Trump est aujourd'hui contraint, je veux dire, tenu à avoir un discours unanimiste, si vous voulez, pour inviter éventuellement les démocrates. Ça ne vous inquiète pas pour son avenir proche? Ça ne m'inquiète pas tout de suite, ce n'est pas ça. Peut-être dans 2 ou 3 mois, je commencerai à m'inquiéter. Mais aujourd'hui, c'est de bonne guerre. C'est à mi-chemin, si vous voulez, des élections américaines. Et donc, il est là, il se positionne, il renforce son camp. Et bon, il a beaucoup de partisans encore, croyez-moi. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que les démocrates sont contre lui. Moi, je ne suis ni pour Trump ni pour démocrate. Je suis pour la démocratie américaine qui fonctionne comme elle est, avec ses qualités, ses défauts et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un appel du pied pour élargir encore mieux sa base. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous dites. Il a sa base, il va élargir sa base. Or, les chiffres qui sont donnés depuis la fin du shutdown, c'est qu'il y a sa base électorale au niveau des États du centre des États-Unis qui est en train de commencer à se fissurer. Il y a des gens qui ont été atteints, qui se posent des questions en se disant surtout les États qui sont dans la ceinture sud-centre, qui commencent à se poser des questions. C'est mon dernier mot là, parce qu'aux États-Unis, le mode d'élection. Non, je vais dire sur ce point. Aux États-Unis, le mode d'élection n'est pas du tout ce que nous pensons. Non. Vous savez, il suffit de 2 ou 3 États pour renverser la vapeur. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est ce qui est arrivé pour lui. N'est-ce pas? Alors plus que ça, Khalil Mralfaoui. Donc ce n'est pas ce chiffre que vous donnez qui va balancer un petit peu. Alors il y a aussi un autre fait, c'est que le Sénat a approuvé en début de semaine, il y a une très large majorité, un amendement critiquant la décision unilatérale et soudaine de Trump de se retirer de Syrie et d'Afghanistan. Donc il y a quand même un camp qui est en train de se fissurer. Naïm Kamal parlait de l'état d'urgence, enfin d'une mesure d'urgence pour construire. Il doit passer en force pour son mur, parce que c'était là quand c'était le point le plus emblématique de sa campagne. Est-ce que vous pensez qu'il le fera? Et s'il le fait, Khalil Mralfaoui, est-ce qu'il pourra s'en tirer après? Parce que là, il va se piéger quelque part, il va s'enfermer derrière un mur, sans jeu de mots. Alors, vous savez, moi, je suis admiratif un petit peu du système lui-même. C'est-à-dire que c'est vrai que Trump est un président atypique. Mais il fait ce qu'il dit, ce qu'il a promis, il le fait. Et tout ça, c'est atypique un petit peu pour nous. Et c'est vrai que j'aurais été américain, je ne voterais pas pour lui. Ce n'est pas le type de président que j'aimerais avoir. Mais dans des moments de crise comme celle-là, on l'a vu aussi en Europe, en France notamment, les gilets jaunes, etc., on voit la force d'un système politique qui peut dépasser des cas aussi graves. Lui, il y a un système qui permet au Congrès de le contraindre. Les contre-pouvoirs. Système de contre-pouvoir qui est très élaboré. À revoir, en fin de compte, ses positions. Alors, son discours, on l'a vu, la tonalité a baissé un peu, c'est stratégique. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas, tout puissant qu'il est, il est dans un système qui sait se prémunir. Et puis, les gens l'avaient dit aussi pour Bush. Ils ont dit, il a été réélu pour un 2e mandat, mais il ne pourra pas passer plus que 4 ans encore. Donc, et ça, c'est une sécurité extraordinaire pour ce système. Et c'est peut-être ça, la leçon à retenir de Alors, ces problèmes. On restera sur ça, Naïm Kamal, pour ces différences dont on parle. On sait tous qu'aux États-Unis, le plus important, c'est ce qu'on voit, c'est l'image, c'est la communication. Or là, c'était truffé d'images de communication. Il y avait déjà un clivage entre toutes les dames, le groupe compact de dames démocrates qui étaient habillées en blanc face à des hommes habillés en sombre. Il y avait les invitations. Les démocrates invitent d'anciens migrants clandestins, dont une dame qui travaillait clandestinement chez Donald Trump. De l'autre côté, les républicains ont invité des gardes frontières et ça donne quand même un certain nombre de... Son épouse qui a invité le petit enfant, le petit Trump qui a Trump. dormi. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on va transcender les différences? Est-ce que vous pensez que c'est parti pour transcender les différences? Non, ça fait partie. Il nous reste 2 minutes. Ça fait partie du show à l'américaine. C'est important le show à l'américaine, parce que l'Amérique fonctionne au show. Oui, c'est ça fait partie du show à l'américaine. Il y a beaucoup de... C'est très corporel, il y a beaucoup d'expressions corporelles, c'est très chorégraphique. Et on a vu la présidente
La Chambre des de représentants. Chambre, Nancy Pelosi, oui. par moment même l'applaudir, parce qu'elle consent à ce qu'il dit. L'applaudir ricanement. Oui, L'applaudir, mais c'est un les applaudissement Italiens- assez les particulier, Italiens, d'ailleurs, qui a c'est- été c'est quand repris il a- par toutes. Surtout quand il a parlé des femmes. Surtout quand il a parlé, c'était une façon de. Mais elle n'en pense pas moins. Et donc. Il l'a poussé. Hein Il a poussé à ce discours. C'est- Elle est oui, contente. aujourd'hui, c'est-à-dire l'heure de vérité dans quelques jours continuera à voter Oui, pour la construction de budget. murs. Est-ce qu'il Oui. va recourir à l'état d'urgence ou pas? Et c'est en ce moment-là qu'on verra. Mais je crois que l'Amérique, elle reste, comme l'a dit Hassan, majoritairement conservatrice, néoconservatrice. Oui. Mais bon, on a la soupape sécurité, comme l'a dit Khalil, que à tout bout de champ, gars, 4 ans c'est plus. 4 ans de plus, ça fera 6 ans. Hein. 6 ans, oui. Mais bon, on En verra. 2 mots, qui c'est qui a gagné dans ce duel entre Trump et Pelosi? Personne encore. La démocratie Personne, et américaine. moi je voudrais juste dire un petit mot. En fait, c'est Trump qui a inventé, permettez l'expression, la Pelosi. C'est lui, parce qu'elle ne serait rien aujourd'hui s'il n'y avait pas Non, ce, elle a quand même, ce elle a quand même duel. une longue histoire. Elle a une Oui, très, très oui, longue mais en histoire. fait, Elle a été présidente. il y a elle a beaucoup été de speaker, gens qui ont présidente. une longue histoire aux États-Unis, hein, Le- n'est-ce le pas? fait de lui Mais tenir la tête. Pelosi, elle, aujourd'hui, il n'a pas du tout d'adversaire. On ne peut pas parler de cette femme de Cette couleur. histoire- C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. Désolé, les amis. Je sais que c'est frustrant. Je sais qu'on a pas mal de choses à dire, que vous avez pas mal de choses à dire. Mais c'est fini. Il faut bien se conformer au temps. Merci donc d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.